Quand on est un des patrons les plus influents d'Europe, numéro 1 de l'aéronautique, géant de l'édition, et surtout vendeur d'armes de classe mondiale, on est forcément au courant des secrets qui agitent la planète. Ce 14 octobre 1999, avec la création de ADS, Jean-Luc Lagardère est à 72 ans à l'apogée de sa carrière. S'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des avions commerciaux, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des hélicoptères, s'il n'y a que 3 sociétés dans le monde qui fabriquent des lanceurs spatiaux, des satellites et autres, nous serons de cela. Quand, 3 ans plus tard, après une banale intervention chirurgicale, on vous annonce que Jean-Luc Lagardère, cet homme si puissant et si influent, a été victime d'une attaque fatale au cerveau, un truc qui se déclenche en une nuit et vous tue en quelques jours, et que la justice a été saisie par la famille, alors forcément les rumeurs fusent. Chacun y va de sa théorie du complot. Aujourd'hui, les causes de sa disparition restent mystérieuses. 10 ans plus tard, peut-on trouver dans le récit de sa vie extraordinaire et dans celui des jours précédant son décès des éléments pour comprendre ? De quoi est vraiment mort Jean-Luc Lagardère? Un accident? Un assassinat? On ne peut pas mourir quand on est Jean-Luc Lagardère. On ne peut pas mourir, on ne peut pas mourir bêtement des suites d'une opération. Jean-Luc Lagardère aime les défis, la compétition. Et à 75 ans, il a toujours besoin d'adrénaline, en sport comme en affaires. De sales rhumatismes l'empêchaient de descendre à ski les pistes noires et le ralentissaient au tennis. Comme un patient ordinaire, ce 26 février 2003, il entre à la clinique du sport. Il vient se faire poser une prothèse à la hanche droite, une opération banale et sans danger qui ne doit pas l'immobiliser plus de 8 jours. Jean-Luc Lagardère est un homme pressé. J'étais complètement assommé avec cette décision, d'autant plus qu'il a pris cette décision au mois de décembre. Je me trouvais pour les fêtes de Noël avec ma mère et je dis, Jean-Luc, ce n'est pas raisonnable. Mais Jean-Luc n'écoute pas Betty. Personne ne l'empêchera de refaire du ski. Et au tennis, de battre des petits jeunes. Il avait déjà été opéré d'une hanche, la seconde le faisait souffrir, et alors il avait fait le calcul qu'il avait 75 ans et qu'il avait encore 10 belles années devant lui pour jouer au tennis et faire du ski. Donc ça valait vraiment le coup de se faire opérer, d'être indisponible pendant 1 mois ou 2, et après de refaire des belles parties de tennis. J'ai presque une responsabilité indirecte, parce que moi-même j'ai été opéré des 2 hanches, et je rejouais au tennis, j'étais à nouveau classé, je refaisais des compétitions, et il m'a dit, écoute, c'est tellement bien ce que tu as fait, ça marche tellement bien, je n'hésite pas une seconde, je vais le faire. Jean-Luc Lagardère est un self-made man, un type qui en veut, qui entretient son corps et son image d'homme énergique, sportif, bronzé, audacieux. L'audace, il en parlait encore quelques semaines avant sa mort, lors de sa dernière apparition publique à la Cité de la Réussite. Parce qu'on n'avance pas si on ne risque pas. Une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on a fait toutes les additions, il y a un moment de vérité. Et ce moment de vérité, on le prend, et on sait qu'on prend un risque. Mais il faut le prendre. Dans les affaires comme dans le sport, des risques et des adversaires, Jean-Luc Lagardère en a rencontré toute sa vie. Car l'épopée de Jean-Luc Lagardère commence 40 ans auparavant. 1962. Jean-Luc Lagardère a 34 ans. Il est ingénieur chez Dassault depuis 10 ans, chargé d'adapter les missiles RR de la société Matra sur les avions de chasse d'assaut. Jean-Luc est brillant et ambitieux, il a soif de conquête. Mais chez Dassault, il s'ennuie. On sentait tout de suite que ce type avait une ambition, mais démesurée. Et surtout une espèce d'enthousiasme, d'énergie qui faisait qu'on sentait qu'il était prêt à bouffer la terre entière et à bouffer tous les concurrents. Matra, fabricant de missiles, cherche justement un successeur à son vieux président,
Marcel Chassagny, qui veut passer la main. Chassagny et son associé, le truculent financier Sylvain Floirat, proposent le poste à Jean-Luc. Il saute sur l'occasion pour quitter Dassault et accepte. Dans une affaire comme Matra, c'est une affaire jeune, c'est une affaire de très jeunes, parce que c'est une affaire qui, sans arrêt, se renouvelle. Ce mec-là, c'est the one, c'est lui. On va miser là-dessus et c'est lui qui va nous développer notre boîte qui était au début une toute petite PME. En 1964, Matra n'est qu'une entreprise très pointue qui fabrique des missiles qui équipent les avions anglais et français. Matra 422, engin de défense supersonique. Matra possède une belle avance technologique, pourtant personne ne connaît la marque. Et surtout pas à l'étranger. Avec Jean-Luc Lagardère, tout va changer. Dès son arrivée, il a une intuition. Il faut sortir Matra de l'anonymat, se faire connaître du grand public pour devenir incontournable. Bien avant tout le monde, il va construire un groupe autour des valeurs du sport et se lance dans la compétition automobile. Pour réussir ce qui paraissait impossible, il fallait un patron. Il s'appelle Jean-Luc Lagardère, c'est un industriel éclectique, il construit des fusées, pourquoi pas des voitures. Lagardère, c'est-à-dire que c'est un mélange de flair, de chance, de relations humaines aussi, parce que c'était humainement un homme plutôt chaleureux, plutôt très empathique, enfin très ambitieux, mais très énergique, très enthousiaste. Il avait un super bon feeling, un super bon flair pour dénicher les bons marchés et pour dénicher les hommes les meilleurs. La première fois que j'ai vu Jean-Luc Lagardère, alors on m'a dit, c'est le jeune patron de Matra. Bon. Je suis arrivé, j'avais un bras dans le plâtre. Et donc pour être engagé comme, dès l'année suivante comme pilote pour défendre les couleurs d'une future voiture française, forcément c'était pas l'idéal. Et bon, et puis Lagardère m'a avoué après que s'il m'a engagé, envers et contre tous les conseils qu'il avait autour de lui, étant donné mon état physique, c'était parce qu'il avait vu que j'avais une énorme détermination dans ce que je voulais faire. Quand je découvre le garage, c'est un 6e étage, boulevard Murat, tout noir, crasseux. Il n'y avait pas de chauffage l'hiver. Et les voitures commençaient à se monter là, de briques et de broc. Dimanche dernier, à Reims, un pilote français, Jean-Pierre Beltoise, remportait une magnifique victoire en Formule 3 sur une monoplace française, Matra Sport. En février, nous avons commencé à dessiner cette voiture. Nous l'avons mise au point en très peu de temps. Et à Reims, la victoire que vous connaissez. Bien sûr, nous avons des projets, car nous avons beaucoup d'ambition. La Formule 1. Je dis bien la Formule 1. Jean-Luc avait quand même, quelque part, une chance incroyable. Il voyait les choses, il était sûr de réussir, et il réussissait. Quand il disait « on va gagner », on allait gagner, alors qu'il n'y avait aucune raison de le dire. Il n'y aurait pas eu Jean-Luc Lagardère, il n'y aurait jamais eu d'histoire Matra. Paris gagné en 4 ans. Le défi de la Formule 1 va porter Matra au pinacle avec Jackie Stewart, champion du monde des pilotes, au volant d'une Matra en 1969. Mais Jean-Luc Lagardère est insatiable. Il veut s'attaquer aux 24 heures du Mans, la reine des courses, et y faire gagner une voiture française. Après une première victoire au Mans en 1972, suivront 2 autres succès. Une fois de plus, Jean-Luc Lagardère a gagné son pari. Matra est célébré jusque dans la cour de l'Élysée, où il peut faire parler son indéfectible patriotisme et accéder au premier cercle des décideurs politiques. Les courses automobiles est aussi une compétition industrielle. C'est la France, c'est l'industrie française qui a gagné dans la course la plus prestigieuse au monde. Ayant atteint son objectif, Jean-Luc Lagardère décide alors d'arrêter la compétition. Nous sommes en 1974. Dynamique, séduisant, vénéré par la presse, Lagardère est le premier patron star des années 70. On le prenait pour quelqu'un d'indestructible. C'était un patron indestructible, un ami indestructible, et en pleine santé, qui avait une hygiène de vie pour vivre très très longtemps, très jeune. À la clinique du sport, Jean-Luc Lagardère n'a aucune appréhension à quelques heures de son opération de la hanche. Confiant, il a prévu de se remettre au travail dès son réveil. Au bloc opératoire, on sort du frigo 3 poches de son sang prélevé le mois précédent. Elles serviront à l'autotransfuser.
Il y a une quinzaine d'années, on faisait la transfusion autologue. C'est-à-dire que le patient allait au centre de transfusion, donnait des poches de sang, 1, 2 ou 3 à une semaine d'intervalle. Comme ça, la personne avait en réserve 3 poches de sang qu'on pouvait lui restituer au moment de l'intervention. C'était une pratique qui était très courante à l'époque. On était resté encore dans les époques post-sida, où tout le monde avait une terreur de la transmission virale et au niveau des poches de sang par rapport au donneur. Ces prélèvements de son sang sont la seule précaution prise par le patron de ADS, malgré la mauvaise réputation de la clinique du sport. 10 ans plus tôt, en 1993, une infection nosocomiale avait contaminé des patients de la clinique. Le scandale avait été énorme et il avait marqué les esprits. J'ai essayé de le dissuader d'aller dans cette clinique. Et je crois que Michel Charras aussi. Il dit, pourquoi tu vas dans cette clinique qui est pourrie? Et vous pensez qu'elle est pourrie. C'est son propre sang que l'on va transfuser à Lagardère pendant son opération de la hanche. Pour lui, c'est une précaution suffisante. Il a confiance en son chirurgien. Le risque et la confiance. Deux notions qui ont toujours guidé la vie de Jean-Luc Lagardère. Lagardère ici. 1974. Grâce à la compétition automobile, Matra et Jean-Luc Lagardère sont désormais installés dans le cœur du public et des décideurs politiques. Désormais, il a les moyens de ses ambitions. Il va d'abord reprendre en main le secteur militaire de Matra. En quelques années, il va décupler son chiffre d'affaires. Lui, qui était juste un jeune ingénieur, a très vite compris que les budgets de défense allaient exploser. C'est un des premiers qui s'est dit il va y avoir du fric en France, mais il va y en avoir aussi beaucoup à l'export, et notamment dans les pays arabes. Et donc, parce que c'était la folle année les folles années des pétrodollars. Et donc ça, il l'a très bien senti. Il avait cette intelligence-là, ce feeling, cette espèce, cette analyse des marchés. Il sentait bien les choses. Dans l'industrie de l'armement, règne depuis toujours le système des commissions versées à des intermédiaires pour décrocher des ventes d'armes. Mais Lagardère et ses équipes ont toujours été très prudents. Verser des commissions à des agents étrangers pour obtenir des contrats à l'étranger, il l'a fait comme tout le monde, évidemment. Maintenant, est-ce que lui a organisé un rapatriement pour financer des hommes politiques en France ? Durant toutes ces années, moi, j'ai jamais entendu un politique accuser Lagardère d'avoir financé tel ou un tel. Peut-être Lagardère n'a-t-il pas besoin de soutenir financièrement le personnel politique, car Matra est également propriétaire d'un média, et pas n'importe lequel. La station de radio Europe 1, star de l'information de la France des années 70. Quand je demande un rendez-vous à un ministre ou à un président au nom de Matra, j'ai un rendez-vous dans un mois. Et quand c'est pour Europe 1, j'ai un rendez-vous dans la journée. Donc c'était un levier d'influence extraordinaire. Il y a rarement eu de personne qui a eu autant de réseaux, que ça soit à droite ou à gauche. Il trouvait toujours la personne qui allait lui débloquer une situation. Après avoir été très gaullien, très gaulliste dans les années 60, ça a été l'industriel préféré, l'un des industriels préférés de Giscard d'Estaing dans les années 70. Europe 1 n'oubliera donc pas de devenir le principal soutien du candidat, puis du président Giscard d'Estaing entre 1974 et 1980. Et c'est grâce au président Giscard d'Estaing que Jean-Luc Lagardère va avoir l'opportunité d'agrandir son empire là où on ne l'attendait pas. Quand on pense à l'empire qui vient de se créer dans l'édition, la presse, la distribution, la communication, l'audiovisuel, la télématique, etc., à la faveur d'achats massifs en bourse, qui, la semaine dernière, ont créé la surprise, on ne dit plus déjà Hachette, on ne dit plus déjà Matra, on dit Jean-Luc Lagardère. Paris Match, Elle, le journal du dimanche, Télé 7 jours, Fayard, Grasset garnissent le portefeuille d'Hachette, le plus gros éditeur de France.
Jean-Luc Lagardère a compris qu'il était plus efficace d'acheter un journal qu'un homme politique. Après cet énorme rachat, Lagardère doit répondre à ceux qui font de lui un valet du pouvoir giscardien. C'est là que vous avez eu besoin pour traiter cette opération d'un aval politique et pour tout dire d'un feu vert de l'Élysée. Est-ce que c'est vrai? Je trouve ces remarques véritablement stupides. Penser que dans ce pays, plus rien ne se fait sans le pouvoir politique est une grande erreur. Éditeur et patron de presse, deux métiers bien éloignés de l'industrie de l'armement qui vont décupler son influence et l'aider à faire face aux changements politiques qui l'attendent. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Après la victoire de la gauche en mai 1981, le fabricant d'armes Matra et sa filiale Europe 1 n'échappent pas à la nationalisation. En 81, quand la gauche arrive au pouvoir, Lagardère, on le croit mort. Enfin, tout le monde pense que ça y est, c'est fini, il est mort. Et puis en fait, il avait un gros atout dans sa manche, c'est Pierre Mauroy. Parce qu'il était en train de construire le Val à Lille, hein, donc il connaissait bien Pierre Mauroy. Pierre Mauroy qui n'était pas du tout hostile à Lagardère. Et donc il a su au bon moment aller taper aux bonnes portes. Jean-Luc Lagardère sauve sa tête et reste le patron de Matra malgré l'antipathie de François Mitterrand à son égard. Mitterrand-Lagardère, ça se passait comment? Écoutez, la vérité, pas bien. Jean-Luc avait de l'admiration pour l'intelligence, pour le talent, de la méfiance pour l'homme. Mais il y a toujours eu de la part de Mitterrand une réticence. Le marchand d'armes Lagardère voit la libéralisation du paysage audiovisuel français passer sous le nez du Lagardère, patron du groupe Hachette. Il n'est pas de l'aventure Canal+, pilotée par André Rousselet. Il n'est pas non plus de l'aventure de la 5 de Berlusconi, ni de celle de TV6. Un groupe de médias doit marcher sur deux jambes. Nous avons la jambe de l'écrit, ô combien, le premier éditeur français, un des premiers du monde, mais nous n'avions pas la jambe de l'audiovisuel. Alors il y avait Europe 1, vous me direz, mais c'était pas la télé. Et la télé était en train d'apparaître peu à peu comme un phénomène écrasant dans les années 80. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence. Alors, quand la droite revient au pouvoir en 1986 et annonce la privatisation de TF1, Lagardère n'y tient plus et présente sa candidature. Lui, le premier éditeur de France, n'envisage pas la défaite. Une chaîne de télévision, TF1, qui, à partir de la place qui est la sienne aujourd'hui, la première en France... Il a été proche de Jacques Chirac jusqu'en 1986. Et quand Jacques Chirac est devenu Premier ministre, Lagardère a cru qu'il mettrait la main sur TF1. Ça lui a été promis. Tout le monde avait dit qu'il devenait le propriétaire de TF1. Vous savez, quand on combat, c'est toujours pour gagner. Et toute ma vie, j'ai combattu. Souvent, j'ai réussi et j'ai réalisé les grandes choses. En face de Lagardère, un concurrent inattendu, Francis Bouygues, le géant du bâtiment. Habitué à gagner des marchés, Francis Bouygues possède une grande expérience des appels d'offres. La bataille sera sans merci. Tout le monde disait ça peut pas être Bouygues, c'est le marchand de béton, promoteur, etc. Enfin, il n'y connaît rien, c'est absolument impossible. Et inversement, Bouygues et d'autres ont fait une campagne habile et efficace pour dire oui, mais alors vous allez donner la première télévision française au premier éditeur français, qui est en plus un marchand d'armes. L'ensemble de ce groupe... Après 6 mois de polémique et de coups bas, devant la commission chargée du choix du repreneur, l'accueil glacial qui est fait à l'équipe Lagardère laisse présager le pire. L'expansion que mérite notre culture. TF1, c'est fait. La CNCL a fait son choix. Cet après-midi, elle a attribué la première chaîne de télévision au groupe Bouygues. Vous m'excuserez, parce que ce soir, je suis très ému. Chirac estimait qu'il ne pouvait pas faire confiance à Lagardère parce que la presse de Lagardère, c'était essentiellement Europe 1 et Match, lui tirait dedans à tout bout de champ. Donc il a considéré qu'il ne pouvait pas en plus filer la première chaîne française à cet homme et donc il a préféré organiser le transfert à un maçon qui manifestement serait plus conciliant.
Jean-Luc était comment, abattu Oui, d'abord surpris, parce qu'il n'avait pas pensé que nous pouvions être battus. C'était une de ses forces. Dans la vie, en général, on était vainqueur. Alors, je ne dis pas que ça a été pipé, je ne dis pas... Je ne veux rien dire de tout cela. Je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière, je n'aurais pas concouru. Il y avait un ADN chez lui qui est qu'on ne reste pas battu et qu'on prépare la revanche et que quand on a été battu, on se bat pour la victoire suivante. Hein. Ça, c'est un sentiment extrêmement fort, également assez sportif, mais pas seulement sportif. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, vient de quitter la chambre de Jean-Luc après une visite rapide. Le pouvoir semble inquiet. Mais Jean-Luc cicatrise bien. Il travaille de son lit sans se plaindre. C'est à peine s'il prend son traitement anti-inflammatoire. Il a passé une semaine, mais il était tellement bien qu'il a demandé de rentrer un jour avant. Et on l'a permis de sortir. Son médecin va le libérer avec un jour d'avance. Il va pouvoir bientôt jouer au tennis, retrouver ses chevaux. Depuis 1967, Lagardère s'est pris de passion pour l'élevage des chevaux de course. Une passion dévorante et coûteuse. Corinne, sa première épouse, cavalière émérite, lui a passé le virus. 20 ans plus tard, il est propriétaire de l'un des plus beaux haras de France. Faire partie du milieu huppé des courses hippiques, croiser juments et étalons, les voir gagner sur les champs de course, comme ce jour d'octobre 1998, où son poulain Sagamix enleva le prix de l'Arc de Triomphe, ne pouvait que plaire à un compétiteur comme Lagardère. Et c'est ainsi que tous les dimanches, il rejoignait dans son haras du fin fond de la Normandie son ami, le ministre socialiste Louis Mexando. Vraiment ce cadre, hein, il a quelque chose un peu magique. Et je crois que Jean-Luc s'était profondément attaché à ces lieux. C'était vraiment son lieu de repos hebdomadaire. Vous savez, pendant des années, le dimanche, au moins 2 fois par mois, nous déjeunions ensemble, on se promenait d'abord dans le haras, on allait voir les poulains, on allait voir les juments, on allait voir les chevaux. Hein? Bien. On était heureux, on discutait de choses et d'autres, ou on ne discutait pas. Voilà. Ce sont des moments quand même privilégiés. Des fragments de bonheur, quoi, des fragments de bonheur. Non, ce que j'aime chez le cheval, ça court avec ses jambes, ça se dépasse avec ses muscles, avec ses poumons. Ah, ça lutte et ça gagne avec son cœur. Ça, c'est... Vendredi 7 mars, 11 h. En pleine forme, Jean-Luc quitte la clinique du sport. Dès son arrivée chez lui, son téléphone commence à sonner. Ses collaborateurs sont impatients de le retrouver. Face à l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile, le quartier général de la rue de Presbourg. Nous sommes au cœur de l'Empire Lagardère. C'est là que les collaborateurs de Jean-Luc attendent son retour. Cette équipe redoutable, sur laquelle Lagardère a su s'appuyer pour conquérir des marchés et rester au sommet, y a gagné un surnom, les Lagardère Boys. Les Lagardère Boys, c'est quand même des cerveaux d'acier, hein, qui connaissent tout du dossier et qui sauront aller taper là où il faut taper pour réussir. Et puis qui sont prêts à passer des nuits entières à phosphorer, enfin qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie, qui n'ont quasiment pas de vie privée, qui sont totalement dévoués au groupe Lagardère et qui le mettaient surtout en compétition.
quand on les voyait de l'extérieur, on se demandait comment ils tenaient le coup. Parce que à peine ils avaient clos un dossier, parfois en échouant lamentablement alors qu'ils avaient passé leur nuit et leur jour, ils repartaient à l'attaque sur autre chose. C'est ça la grande force de Lagardère, c'est ne jamais s'avouer vaincu. Jamais, jamais. Il a travaillé toute la journée. On a travaillé toute la journée jusqu'à 19h30, 20h. Il n'a pas arrêté depuis l'instant qu'il est rentré à la maison jusqu'au soir. Nous dînons avec nos voisins, ils sont des amis très chers, tout simplement sans aucun écart des horaires normaux, 8 heures. Et Jean-Luc, à un moment donné, s'est sent fatigué. Il est 22h30. Le dîner s'achève. Jean-Luc, fatigué, part se coucher. Il demande à être réveillé à 9h30. Vers minuit, les invités partis, Betty entr'ouvre la porte de la chambre de son mari. Il dort. Rien d'anormal. Et pourtant, tout va basculer en quelques heures. Il a été victime de quelque chose d'extrêmement brutal, qui l'a surpris dans son sommeil. Il y avait une sonnette au-dessus de son lit qui était reliée directement au commissariat. Il n'a pas pu trouver cette sonnette, il n'a pas pu appeler. Il a essayé de bouger et il n'a pas pu. Il a été saisi par cette attaque brutale. Il s'est retrouvé enfermé sur lui-même. On le retrouve étendu en travers de son lit, tout à fait incapable de répondre, de bouger, dans un air de crispation musculaire, à la fois faciale et des membres, tout à fait impressionnant. Le samedi, moi je travaillais pas et j'ai eu un coup de fil du chauffeur qui m'a dit que il s'était passé quelque chose, que Monsieur Lagardère avait été retrouvé inconscient sur son lit et qu'il avait été emmené à la Riboisière. Arrivé en quelques minutes, le SAMU constate le coma profond dans lequel se trouve Jean-Luc Lagardère. On dispense les premiers soins et on l'emmène aux urgences neurologiques de l'hôpital Lariboisière. À son arrivée, Jean-Luc est immédiatement pris en charge par le service de réanimation du professeur Didier Payen. Pour l'instant, on traite. On traite le symptôme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diagnostic, on n'a rien. C'est le propre même des malades graves de réa, c'est que quand on les voit, tant qu'ils sont vivants, ils sont vivants. Demain, on ne sait pas ce que ça donnera. On traite tous les symptômes pour lui donner toutes les chances de pouvoir être sauvé. J'étais complètement détruite déjà de voir que mon mari s'est trouvé dans un état de coma artificiel. C'est très difficile. On m'avait dit tout et n'importe quoi à un moment donné. On va le réveiller, il va revenir. Vous allez lui parler avant les scanners de lundi et les choses commencent à grandir d'une façon monstrueuse. Je perds mes moyens. Un scanner cérébral est pratiqué sur Jean-Luc Lagardère ce lundi matin, 2 jours après son arrivée à la Riboisière. Un scanner qui permet aux médecins d'émettre leur diagnostic. Le cerveau de Jean-Luc Lagardère s'est liquéfié en quelques heures. Il a été victime d'un œdème cérébral massif dont la cause est inconnue. On a l'espoir, toujours. Et je l'ai perdu lorsqu'on m'a montré le premier scanner en disant il a une tache noire dans le cerveau. Je disais non, pas dans le cerveau de Jean-Luc, ça n'existe pas.
Voyez-vous, j'étais dehors d'une certaine réalité déjà. Car je voulais pas accepter ça. Désormais, le pronostic vital est engagé. Et en même temps que les interrogations accablent les médecins, les premières idées noires assaillent l'état-major du groupe. Le lundi matin, aux aurores, le standard de Lagardère me dit « On vous passe Madame Lagardère ». Un peu surpris. Et j'ai Betty au téléphone. Et Betty me dit « Je vous préviens pour vous dire que simplement, bon, c'est grave. J'espère qu'il va s'en sortir. Enfin, j'espère que ça va s'arranger. Mais je tenais à ce que vous le sachiez. » J'étais à Presbourg, j'ai vu tout le monde. Et tout le monde me disait « T'es serein, on espère, etc. » Mais pas vraiment d'informations. Au siège du groupe, rue de Presbourg, c'est la panique. Comment expliquer l'inexplicable? Les Lagardère Boys intègrent peu à peu l'idée de la disparition de leur mentor. Ils commencent alors à se désunir et à s'affronter en coulisses. Le bal des prétendants est désormais ouvert. 3 hommes se préparent à la succession. Arnaud Lagardère, le fils de Jean-Luc. Noël Forgeard, l'industriel. Et l'homme de confiance, l'homme des coups, le financier Philippe Camus. Philippe Camus avait la ligne directe auprès de Jean-Luc Lagardère, c'était son homme de confiance, c'est l'homme qui a imaginé les montages financiers qui ont sauvé le groupe en 92 après la faillite de la 5. 3 ans après l'échec de TF1, Lagardère, toujours obsédé par la télé, a de nouveau l'opportunité d'acquérir une chaîne de télévision. Il ne va pas la laisser passer, quitte à se faire de nouveaux ennemis. C'est vrai que nous donnions l'impression d'être un peu infirmes en n'ayant pas une position dans la télévision. C'est vrai. 1990. Lagardère est approché par un Robert Hersan aux abois. La 5, qu'Hersan a repris 3 ans plus tôt, cumule 2 milliards de francs de dette. Hersan ne peut plus faire face. Il propose alors à Lagardère de reprendre la chaîne. En quelques mois, l'affaire se fait avec Robert Hersan pour 1 milliard de francs, sans que le groupe Hachette ne connaisse réellement l'ampleur des difficultés financières de la 5. Effectivement, il a accepté d'entrer sans les garanties nécessaires, sans les audits préalables, les contrôles. Et il y a eu de notre part trop d'enthousiasme, donc un peu de naïveté. Et je dirais qu'ils ont été un très bons vendeurs, on a été un mauvais acheteur. Dans le capital de la 5 se trouve un personnage avec lequel Lagardère doit également composer, Silvio Berlusconi. Il prend alors la responsabilité de continuer le partenariat avec le Cavaliere, ses séries et ses films de deuxième zone qui font le socle de l'audience de la 5. J'ai accompagné Lagardère à la résidence somptueuse de Berlusconi aux environs de Milan. Et non, ça se passait très bien. Berlusconi voyait en Lagardère un sauveur de la 5, et donc de ses propres intérêts, puisqu'il avait vendu des paquets énormes de programmes. L'homme d'affaires italien impose alors une clause de sortie à Lagardère. Si la 5 devait s'arrêter, Hachette serait dans l'obligation de verser 1 milliard de francs à Berlusconi. Lagardère ignore également les avertissements d'Yves Sabouret, le futur directeur général de la chaîne. La 5 version Lagardère n'a pas encore démarré, que la facture s'élève déjà à 3 milliards de francs. Quand je suis arrivé à la direction générale de la 5, j'ai découvert, mais en quelques heures, que c'était virtuellement cessation de paiement. Ouais. Vous ne saviez pas avant ça? Non. Nous présentons une grille de fiction avec un effort tout particulier en faveur des enfants. Enfin, nous vous présentons une chaîne délibérément gaie avec une grande place donnée à des moments comiques. Quelques mois plus tard, rien à faire. L'audience ne décolle pas et les émissions s'arrêtent les unes après les autres. L'échec est sanglant. J'ai fait mes comptes, je voyais chaque semaine, chaque mois nos objectifs publicitaires et les recettes effectives, et en extrapolant les courbes, on voyait à l'évidence que c'était intenable. Et vous le dites, j'imagine, régulièrement à Jean-Luc, comment ça se passe là? Ça se passait pas bien parce que c'était d'abord pour lui une immense déception et une immense difficulté. Entre les promesses aux actionnaires, les achats de droits et le déficit chronique, début 1992, la dette de la 5 s'évalue entre 6 et 7 milliards de francs. La mort dans l'âme, au bout d'1 an à la tête de la chaîne, Lagardère décide d'arrêter l'antenne et de déposer le bilan.
Reste que le groupe Hachette est en danger de faillite, et avec lui, l'Empire Lagardère. Je me souviens de la conférence de presse de Jean-Luc Lagardère juste après le dépôt de bilan, où il a dit « J'ai un genou en terre, mais je ne suis pas KO ». J'ai mis un genou à terre. Et quand on met un genou à terre, beaucoup disent, ça y est, il est KO, il est out. Non. Et c'est Philippe Camus, le financier du groupe, qui va sauver Jean-Luc en imaginant une fusion entre Hachette, surendetté, et Matra, en très bonne santé. Ainsi naît le groupe Lagardère. Un montage financier audacieux qui va convaincre les créanciers de continuer à soutenir l'imprudent Lagardère. Reste un obstacle. Silvio Berlusconi réclame avec insistance le milliard de francs promis par le groupe Hachette au moment de la reprise. Le ton monte entre Lagardère et le magnat italien. On aurait même entendu des cris et des menaces rue de Presbourg. Il a reçu la visite d'un émissaire de Berlusconi venu lui proposer une transaction que Jean-Luc a courtoisement mais fermement éconduit en disant que je ne donnerai pas un centime. Il n'y avait pas question d'une transaction, c'est le tribunal arbitral qui décidera. Un tribunal arbitral genevois donne finalement raison au groupe Hachette et annule le passif italien. Ulcéré, devenu Premier ministre, Berlusconi mettra Lagardère sous surveillance. Il avait demandé, et ça j'ai eu un témoignage direct, en Conseil des ministres italien, que l'ensemble des affaires concernant Jean-Luc, le groupe Lagardère, que ce soit Hachette au niveau des médias ou les affaires concernant EADS, qu'il en soit informé. Avec Berlusconi, Lagardère s'est fait un nouvel ennemi. Le lundi, le mardi, le mercredi, on allait porter des affaires à l'hôpital, mais j'arrivais pas à avoir de nouvelles. Alors Betty, évidemment, passait sa vie à l'hôpital, donc j'avais pas de contact avec elle. Hein. J'étais seule, oui. J'étais seule, j'avais appelé Arnaud qui est venu les matins et qui est parti. Après, j'ai demandé quelques amis médecins. On ne comprenait pas qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce qui se passait là à ce moment-là, ou qu'est-ce que on attendait une réponse. Écoutez, c'est une hémorragie, il a tombé de lit. Il n'avait pas une explication viable, valable. Ce n'est que le mercredi matin que j'ai l'un des communicants qui me sort une sornette en me disant que non, que tout compte fait, tout va bien, que Lagardère est réveillé, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, des conneries de communicants, quoi. La rumeur du décès probable de Jean-Luc Lagardère se répand dans les milieux politiques. Pour le président Chirac et l'État actionnaire, l'équilibre des pouvoirs entre les Français et les Allemands au sein de EADS ne doit pas être menacé. Et pour succéder à Lagardère et assurer l'avenir, c'est Noël Forgeard, le rival de Philippe Camus, qui a les faveurs du président. Forgeard, qui a dirigé Matra pendant 10 ans, a été au cœur de la bataille qui a opposé Jean-Luc Lagardère à Alain Gomez, le PDG de Thomson. Une rivalité industrielle qui va bientôt se transformer en violente haine personnelle. C'était des gens qui se mesuraient en permanence, c'était les deux coqs qui se mesuraient en permanence, qui se faisaient la guerre. Les deux hommes se ressemblent pas du tout, hein. On sait qu'Alain Gomez, un proche de Chevènement, ancien para. Alain Gomez était dans ces histoires de complot, de manigance, etc. Il rêvait d'actionner plein de ficelles. Pas du tout la tasse de thé a priori de Lagardère. En 1992, Lagardère, tout juste sauvé de la faillite par la fusion entre Matra et Hachette, signe un mirifique contrat de vente de missiles avec Taïwan en coopération avec Dassault pour les avions et Thomson pour l'électronique.
Le contrat s'évalue à 12 milliards d'euros. Et sur ces 12 milliards d'euros, Matra a réussi à faire passer sa part initiale de 2 à 6 milliards d'euros, en négociant en douce avec les Taïwanais, diminuant d'autant la part de Thomson et de Dassault. Il y a eu une certaine frustration devant le fait que dans le contrat des avions de Taïwan, une très grosse part était consacrée aux missiles parce que les Taïwanais, à juste titre, craignaient un embargo de la France après coup, qui est venu d'ailleurs. Donc ils ont fait des provisions, si j'ose dire. Donc voilà, il y avait des tensions, il y avait des rivalités industrielles. Alain Gomez, le PDG de Thomson, est furieux. Il estime que Jean-Luc Lagardère a eu un comportement de voyou. Il jure de se venger. Se venger, oui, mais comment ? En rachetant les activités militaires de Matra, le joyau de Jean-Luc Lagardère. Et à partir de là, les gens chez Lagardère vont avoir une seule préoccupation, c'est de se prémunir contre le prochain coup d'Alain Gomez, parce qu'ils sont persuadés qu'Alain Gomez veut faire la peau du groupe. Pour racheter Matra et ses activités militaires, le stratagème de Gomez est simple. Il faut casser la fusion entre Matra et Hachette. Voilà l'objectif de l'opération imaginée et fomentée par Gomez lui-même. L'opération « Couper les ailes de l'oiseau ». Couper les ailes de l'oiseau est donc un sobriquet pour couper les ailes de Lagardère et ramasser Matra. L'opération consiste à téléguider des plaintes en justice d'actionnaires minoritaires de Matra. Jean-Luc Lagardère est alors mis en examen pour avoir dissimulé la réalité des pertes d'Hachette pendant la faillite de la 5, afin de ne pas gêner la fusion. Lagardère crie au complot. C'est une période assez trouble, cette affaire, couper les ailes de l'oiseau. C'était sulfureux, c'est tout ce qu'il ne voulait pas pour l'image de la maison. Au cours d'une confrontation organisée par un juge d'instruction, où il y avait d'un côté Alain Gomez et de l'autre Jean-Luc Lagardère et moi, qui a eu lieu très peu de temps avant la disparition de Jean-Luc, effectivement, à la sortie de cette confrontation, qui était courtoise, à la sortie de cette confrontation, Jean-Luc a dit à Alain Gomez, mais dis-moi, Alain, en le prenant comme ça, mais amicalement, pourquoi tu as fait ça? Explique-moi. Et Gomez lui a dit, écoute, c'est trop compliqué aujourd'hui, mais je t'expliquerai. Jean-Luc Lagardère gagne en justice et sauve son groupe. Couper les ailes de l'oiseau est un échec et provoque la chute d'Alain Gomez, qui sera limogé de son poste de PDG de Thomson. Si les apparences restent courtoises, la rivalité entre les deux hommes s'est transformée en haine. Une haine qui place Alain Gomez au cœur des premières rumeurs d'assassinat de Jean-Luc Lagardère, alors qu'il est toujours plongé dans un coma profond. C'est Betty, sa femme, qui m'a appelé pour me dire... je me souviens très bien de ces mots, elle était en pleurs, elle m'a dit « Je passe mon temps à mentir, la vérité, la voilà ». Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça vous fait? La fin est proche. Betty Lagardère demande alors à l'équipe médicale d'éviter tout acharnement. Malgré une dernière perfusion, la mort cérébrale est déclarée à 19 h et le décès de Jean-Luc Lagardère à 23 h. J'ai vécu 25 ans avec un être exceptionnel. C'était un mari extraordinaire. Vous prenez ça comme de la démagogie, c'est ce que vous voulez, c'était vrai. Je ne me suis jamais disputé avec mon mari. J'ai admiré tout ce qu'il a fait. C'était formidable. Ça, Monsieur Robert, on m'en enlèvera pas. Le vendredi 14 mars, je suis arrivée au bureau. J'ai demandé s'il y avait des nouvelles de la nuit. On m'a dit qu'il avait passé une nuit normale, que c'était plutôt positif, que ça allait dans le bon sens. Là-dessus, j'ai le chauffeur qui m'appelle pour me dire Patricia, il a dû se passer quelque chose cette nuit. Madame est allée, à 6 h ce matin, est allée voir le cardinal Lustiger, qui était le voisin.
Et vers 10h du matin, j'ai quelqu'un qui me dit le bruit court que monsieur Lagardère serait décédé. Alors, je dis non, c'est pas possible. Jusqu'à la secrétaire d'un ministre qui m'appelle, du ministre de l'Agriculture de l'époque, qui m'appelle pour me demander quand sont les obsèques. Madame, monsieur, bonjour. On a appris il y a quelques instants la confirmation de la mort de Jean-Luc Lagardère, le grand patron français âgé de 75 ans. Je monte chez le chargé des relations presse et de l'information, qui était Jean-Pierre Joulin, et ils étaient plusieurs dans le bureau. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on m'avoue qu'il avait fait une hémorragie cérébrale dans la nuit et qu'il était cliniquement mort. Mais qu'il fallait que je continue de démentir. Donc je suis redescendue dans mon bureau, j'ai continué de démentir. Je reviens sur l'information de début de ce journal. Confusion désolante à propos de l'état de santé de l'industriel Jean-Luc Lagardère. À l'hôpital Lariboisière où il se trouve, les médecins continuent aujourd'hui à 14h de parler d'un état critique. C'est le chaos, ça communique plus du tout. Il y a une espèce de cellule de crise qui ne communique pas. Tout le monde veut savoir, enfin tout le monde finit par accourir. C'est le chaos, on ne sait pas, on est... C'était une journée folle, quoi. Personne ne savait ce qui allait se passer. Jean-Luc Lagardère, le capitaine d'industrie, est mort hier soir. Paralysé par la bataille de succession, le groupe annonce la mort de Jean-Luc Lagardère avec 2 jours de retard. Celui qui avait coutume de dire « j'ai été moins déçu par les chevaux que par les hommes ». Le patron de ADS serait mort d'une maladie cérébrale rare. Il a été emporté en quelques jours par une infection foudroyante, une maladie neurologique rare. L'encéphalomyélite aiguë disséminée, dite maladie de Hearst. Problème, personne ne peut expliquer ni à la famille, ni à la presse, ni au gouvernement ce qui a déclenché cette attaque cérébrale foudroyante. La communication désastreuse du groupe Lagardère et l'incompréhension liée à cette affection inconnue vont aussitôt faire enfler les rumeurs d'un assassinat par empoisonnement. Les conditions du décès de Jean-Luc Lagardère rendaient cette mort incompréhensible. Au début, tout le monde a cru qu'il avait attrapé une maladie nosocomiale en étant hospitalisé à la clinique du sport. Bon, voilà, encore une victime de la clinique du sport. Et en fait, il n'y a pas eu d'infection. Et donc, cette thèse-là s'effondre, et qu'est-ce qui reste ? Soit un secret médical, qu'on ne veut pas révéler, soit un mystère médical, et qui accrédite à ce moment-là qu'effectivement, ce décès a pu ne pas être accidentel ou naturel. Et donc, c'est le mystère ou le secret médical à l'époque qui ont contribué à donner une validité à cette théorie d'un assassinat. Alors après, il fallait encore trouver qui pouvait avoir intérêt à tuer Jean-Luc Lagardère. Alors moi, j'ai tout de suite pensé, comme certains, qu'on lui avait fait du mal. Alors sans pouvoir accuser qui que ce soit, j'ai longtemps cherché à qui pouvait profiter le crime. Vous n'étiez pas la seule à le penser. J'étais pas la seule à le penser. Et puis quand on parlait, moi quand je parlais avec le personnel de maison, enfin c'était bizarre la façon dont on l'avait retrouvé sur son lit, dans le noir, de travers. Pourquoi il n'avait pas allumé la lumière. Enfin c'était tout ça, c'était étrange. Et alors. C'est une chose aussi à laquelle j'avais toujours pensé, c'est que la seule chose à laquelle il fallait pas toucher chez cet homme, c'était son cerveau. C'est ce qu'il avait de plus précieux. Parce qu'il avait un fonctionnement intellectuel extraordinaire, avec une mémoire prodigieuse. Et justement, c'est ça qui est atteint. Enfin, c'était très troublant. Quand on m'a dit, il se peut qu'il a un problème, il se peut que ne soit pas de mort naturelle. J'ai appelé mon beau-fils et je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais pas des preuves, j'avais des soupçons. Et il me dit il faut aller à la police judiciaire, chose que j'ai fait, encore une fois seule. Perdue et incrédule, Betty Lagardère va demander au parquet de Paris l'ouverture d'une enquête pour recherche des causes de la mort de son mari. On souffle le nom de Gomez. On évoque les services secrets russes. On suggère même que Berlusconi aurait pu se venger.
Monsieur Berlusconi, j'ai à peine côtoyé. Vous voyez, je n'ai aucune affinité, ni aucune admiration pour lui. Et je pense même que Monsieur Berlusconi avait d'autres choses à faire qui vouaient la haine à mon mari matin et soir. Anéanti par la perte de son vénéré patron, Jean-Louis Gergorin lui aussi s'interroge. Bon, il y a eu quand même un choc. En ce qui me concerne, c'est encore plus que pour d'autres. J'avais cette idée, mais de quoi est-il mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'ai tout de suite pensé maladie nosocomiale. On avait tellement entendu parler des maladies nosocomiales. La clinique du sport, ça nous avait fait mauvais effet. Mais l'autopsie de Jean-Luc a écarté cette hypothèse. Reste cette mystérieuse maladie cérébrale, la maladie de Hearst. Je me souviens du deuxième choc, ça a été de lire, effectivement, qu'il n'était pas mort de maladie nosocomiale, une maladie auto-immune très rare. Et pourquoi cette foudroyance? Les Russes n'ont-ils pas des labos spécialisés dans la fabrication de poisons indétectables? J'ai découvert qu'il y avait eu des expériences pour créer artificiellement cette maladie, qui avait d'ailleurs abouti, et ceci était abondamment prouvé dans la littérature, et donc effectivement j'ai un peu trop phosphoré à ce moment-là. Et si tout était si naturel, pourquoi la famille a-t-elle porté plainte? Le troisième choc, ça a été lorsque quelqu'un m'a appris que Betty, au nom d'Arnaud et d'elle-même, avait demandé l'ouverture d'une enquête, est allée voir le procureur de Paris pour demander l'ouverture d'une enquête sur les causes de la mort. Pourquoi? Pourquoi et surtout à qui profite le crime? Les soupçons et les questions tournent dans la tête de Jean-Louis Gergorin. Sans aller dans un sens ou dans un autre, il y avait un mystère. Ça pouvait être une erreur médicale, mais en tout cas, il y avait un mystère. Je me suis mis en quête d'essayer de comprendre. Et c'est là où je suis parti sur une voie totalement erronée, d'abord un peu matamoresque. Ça m'a amené à croire, soi-disant, complot visant à éliminer Jean-Luc Lagardère. J'étais obsédé par l'idée de savoir si ce n'est pas naturel, qui a fait ça. Aux yeux de Jean-Louis Gergorin, le commanditaire, celui qui aurait donné l'ordre fatal d'empoisonner Jean-Luc Lagardère, pourrait être Alain Gomez, l'ancien PDG de Thomson, l'ennemi intime. Depuis son limogeage, il n'a cessé de manœuvrer contre Matra, contre EADS. Aveuglé par ce soupçon et fragilisé par la mort de Jean-Luc Lagardère, Jean-Louis Gergorin se laisse embarquer dans l'affaire des faux fichiers de Clearstream. Les noms d'Alain Gomez, d'une partie de l'état-major de EADS, vont apparaître opportunément dans de faux listings bancaires visant à établir une improbable liste de corrompus. Nicolas Sarkozy et d'autres hommes politiques sont également mis en cause. Lagardère vivant, jamais cette manipulation n'aurait existé. Pourtant, cette affaire va mettre le feu à la République. Finalement condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, Gergorin reconnaît aujourd'hui qu'il s'est trompé. Tout ceci, bien entendu, j'en en crois plus un mot aujourd'hui. J'ai effacé tout ce fatras de fausseté autour de l'affaire Clearstream, qui nous ont tous intoxiqués et qui m'ont intoxiqué. Et en revanche, je considère qu'il y a toujours un mystère. L'absence de testament et les rumeurs d'assassinat de Jean-Luc Lagardère laissent les actionnaires dans l'incertitude. Qui, de Philippe Camus, le fidèle, l'homme de confiance, de Noël Forgeard, l'industriel soutenu par le gouvernement, ou d'Arnaud Lagardère, le fils unique de Jean-Luc, pour prendre sa place? Les enjeux stratégiques et humains sont colossaux, et le patron d'Hachette et de EADS n'a laissé aucune instruction. À la fois, il se disait que personne d'autre que son fils ne pouvait garantir que le nom de Lagardère resterait sur le fronton de son empire, et en même temps, il savait bien que Arnaud ne resterait peut-être pas aussi présent dans les activités aéronautiques et militaires que lui-même. Donc je pense que c'était quand même un déchirement, et c'est ce qui fait que finalement rien n'était très clair au moment de sa mort. 2 jours après la mort de Jean-Luc, Arnaud Lagardère se présente devant la presse économique, en lieu et place de son père, pour annoncer les résultats annuels du groupe. Les journalistes présents se souviennent d'un numéro étonnant de maîtrise. C'était quelqu'un qui aimait, comme moi, faire des choses
qui compte et faire des choses importantes pour son pays. C'était un immense patriote. Je suis un immense patriote. Et je peux vous dire que depuis 1998, aucune décision qu'il n'a prise n'a été prise sans que nous en parlions et sans que nous ayons ensemble un consensus. Ce qui est un peu surprenant dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'humain qui transparaît nulle part, à aucun moment. Arnaud Lagardère est là, fait face, et on est tous soufflés, parce que c'est vrai qu'à aucun moment on a l'impression qu'un drame humain vient de se jouer. En s'affichant ainsi publiquement dès l'annonce du décès de son père, Arnaud Lagardère, l'héritier, prend le pouvoir ce jour-là et règle définitivement la lutte pour la succession. Philippe Camus et Noël Forgeard sont renvoyés dos à dos. Le gouvernement français peut faire pression. Les Lagardère Boys peuvent fomenter n'importe quel plan pour prendre le pouvoir. Ce sera lui, et seulement lui. Il ne faisait de doute dans l'esprit de personne que dans l'esprit de Jean-Luc, la légitimité, c'était son fils. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Depuis son plus jeune âge, Arnaud doit évidemment tout à son père. Aurait-il eu la volonté de sortir de son sillage que Jean-Luc l'en aurait empêché? J'avais les mêmes rêves que tous les enfants de 13 ou 14 ans, c'est-à-dire la musique, le sport et les filles. Allez, travaille bien. Et vous imaginez bien un Pierre qui va voir son enfant et qui lui dit à 13-15 ans, fiston, tu vas être chef d'entreprise. Mais par contre, il a eu cette intelligence petit à petit de me donner l'envie de ce qu'il faisait. Alors je suis directeur général d'Argile Group, d'Argile SA, d'MMB, vice-président du conseil de surveillance de la banque Argile. Et donc naturellement, je me suis mis dans son costume. Alors on est en off, hein? On est en off, absolument. Voilà, on est en off complètement, on dit les colons. Et puis il y a Betty, la belle-mère d'Arnaud. Après 25 ans de mariage, a-t-elle une place dans le souvenir que laisse Jean-Luc? A-t-elle jamais eu l'ambition de co-diriger le groupe Lagardère? Ça n'a jamais été dans les intentions de Betty de régner quelque part sur le groupe. Mais pourtant, ça a été dit. Ouais, ça a été dit, mais ça, c'était dégoûtant, parce que moi, je me souviens, j'étais là, quand Jean-Luc est mort, donc il est mort un vendredi. À partir du lundi, elle est venue au bureau tous les jours, s'enfermer dans le bureau de Jean-Luc. Elle a commencé par faire venir un photographe, faire photographier le bureau dans les moindres détails pour que rien ne bouge. Elle a convoqué le fleuriste pour faire un bouquet très particulier qui allait bien avec le décor parce que ce bureau venait d'être refait, comme s'il allait revenir. Au moment de la succession après la mort de Jean-Luc, j'étais anéanti. Je ne pensais pas que j'aurais pu être si peu appuyé. Je dirais pas aimé, personne n'est obligé de verser sur moi aucune gratitude. Mais il est vrai que j'étais surprise. C'est ce qui était blessant, c'est qu'on puisse me juger autrement de ce que je suis. Je n'avais qu'un intérêt à ce moment-là, c'est que l'œuvre de mon mari soit protégée. Au moment du décès de Jean-Luc Lagardère, Arnaud Lagardère n'a qu'une idée en tête, c'est de s'imposer comme le patron, et Betty Lagardère n'a qu'une idée en tête, c'est de poursuivre l'œuvre de son mari. Et donc rapidement, il y en a un en trop là dans l'équation. Donc l'héritage va très mal se passer parce que entre eux, ils sont incapables de se parler. Que Arnaud Lagardère n'entend pas une seconde lui donner le moindre poste, titre, quoi que ce soit. Lorsqu'on a voulu essayer de me mettre dans une position de vouloir prendre, soit-il sa place, je ne sais pas si je ris beaucoup ou si à ces moments-là, je me dis, est-ce que j'ai négligé mon intelligence ou j'ai vu que des idiots autour de moi? Entre Betty et Arnaud, les discussions concernant l'héritage de la fortune personnelle de Jean-Luc vont durer 1 an et demi. Il en coûtera finalement 60 millions d'euros à Arnaud Lagardère pour faire sortir sa belle-mère de sa vie. J'ai décidé à un moment donné que cela n'était pas à l'auteur de la mémoire de mon mari. Donc j'ai cédé et j'ai accepté les accords, tout simplement.
Il avait un charisme absolument prodigieux sur tous les êtres. Alors la plupart d'entre eux étaient submergés par son charme, sa sympathie, sa chaleur humaine. Moi, il ne se passe pas de semaine où je ne croise pas quelqu'un dans n'importe quel milieu, que ce soit politique, culturel, social, où on dit « Mon Dieu, Jean-Luc n'est plus là, qu'est-ce que c'est triste ». Enfin, c'est une phrase que j'entends tout le temps, tout le temps. Vous savez, dans les syndicats, quel était le syndicat qui adorait le plus Jean-Luc Lagardère? La CGT. Et les communistes et lui, et les CGTistes et lui s'adoraient. Alors, Jean-Luc, c'était l'intérêt capitaliste et l'intérêt national ensemble, et l'intérêt national avant tout. Ils s'entendaient très bien. Il était impatient, il était grognon, c'était l'inventeur de la mauvaise foi. Parfois, c'était tellement gros qu'on en avait des fous rires, parce que c'était... Par ailleurs, l'enquête sur les causes de la mort de Jean-Luc Lagardère, décédé en mars dernier à Paris, a conclu à une mort qualifiée de naturelle. 8 mois après les obsèques, alors que l'enquête est toujours en cours, Arnaud Lagardère tente de faire taire les rumeurs d'assassinat en publiant un communiqué affirmant que la mort de son père est une mort naturelle. Un certain nombre de conseils du groupe ont dit que pour une société cotée en bourse, l'idée que son président ait pu être assassiné était très mauvais, et que donc pour rassurer les actionnaires, il valait mieux avoir une version officielle disant que la mort était naturelle. Pour le groupe et les actionnaires, les rumeurs nuisent aux affaires. Il faut passer à autre chose. Même si le syndrome de Hearst, cette maladie si rare et si peu étudiée, laisse d'immenses zones d'ombre dans le dossier médical de Jean-Luc Lagardère. La maladie de Lagardère est quand même quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, parce que si on regarde la littérature, depuis 1940, près de 70 ans, on n'en a trouvé que 100 cas. Donc ça fait à peine plus d'un cas par an qu'on a pu trouver dans le monde. Et le problème de la maladie de Hearst, c'est le fait que ça soit quelque chose de très aigu, brutal, et de pronostic très sombre. L'explication la plus vraisemblable de cette mort si singulière a été formulée par le prix Nobel de médecine Luc Montagnier après une expertise tardive demandée par la famille. Le professeur Montagnier a découvert qu'après étude du sang auto-transfusé de Jean-Luc Lagardère, des micro-champignons n'y avaient pas été décelés avant l'opération de sa hanche. Ces micro-champignons auraient proliféré pendant la conservation des poches de sang à la clinique du sport. Réinjectés dans son organisme pendant l'intervention, ils auraient provoqué une réaction immunitaire d'une extraordinaire violence. Pour des millions de personnes, ces champignons seraient restés inoffensifs. Pas pour le cerveau hyperréactif de Jean-Luc Lagardère. À ce jour, aucune autre hypothèse plausible ne permet de comprendre l'autodestruction d'un cerveau en si peu de temps. Il y a un peu d'isolement orgueilleux, parce que c'était un homme orgueilleux, conscient de sa valeur, de la place qu'il avait dans la société française, dans l'épopée française, voilà. Cette tombe tellement dépouillée, qui est à la fois immense et qui tient en respect, bon, il l'a voulu comme ça. Il y a simplement les hommages du personnel du Haras, avec qui il entretenait des rapports très étroits, très chaleureux. Donc, une société qui est parfois guettée par la banalisation, par l'uniformisation. C'était un personnage qui ressortait, quoi. J'en suis un peu le dépositaire.
puis je me sens un peu seul.